we'll ask these people that they have the choice either to live with us peacefully and they would have the same rights as we do in a Palestine state. in a Palestine state, or get out of that country if they don't like that situation. ما نسمح فيك يا غزال مالك ليه علي بعيدة يا رفح ورام الله أمتنا راها مريضة يا زينة البلدان قاومي ربي يحميك من ظلم الإخوة العتيان ولي صهيون اللي طمعين فيك. Ramadan Moubarak Karim, bonne fête à toutes et à tous. Bienvenue au podcast Tendez l'oreille. On vient d'entendre un extrait d'une militante au FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine. La militante s'appelle Leila Khaled et elle faisait partie de cette organisation marxiste-léniniste, membre de l'OLP à l'époque, Organisation de la Libération de la Palestine, dans les années, disons, 80-70. Leila Khaled est connue notamment pour avoir participé à une opération de détournement d'avion en 1969 qui assurait la liaison Los Angeles-Tel Aviv comme tactique de guérilla. Pour les non-anglophones, voici une traduction. Elle dit, on leur dit à ces gens-là qu'ils ont le choix. Soit ils vivent avec nous de manière pacifique et ils auraient les mêmes droits que nous, dans un État palestinien, soit ils sortent de ce pays si la situation ne leur plaît pas. Quant à la musique, c'est une reprise dont les paroles sont l'œuvre du groupe de supporters Ultra Eagles 06 du Raja de Casablanca. Pour les non-arabophones, voici une traduction. Nous ne t'abandonnerons jamais, Gaza, malgré que tu sois loin de moi. Oh Rafah et Ramallah, notre nation est malade, ô le plus beau de tous les pays. Résiste tant que Dieu te protégera de l'injustice des ennemis et des sionistes qui te convoitent. Stade de foot, université, mais surtout les rues en Indonésie, au Brésil, en Afrique du Sud, à New York, à Londres et à Paris sont le décor de manifestations spectaculaires depuis quelques mois. C'est dans ce contexte internationaliste pro-palestinien et dans un esprit de solidarité et de fraternité entre les peuples qu'on vous propose une connexion triangulaire, ici, entre le Maghreb, la Réunion et la Palestine. Donc, je laisse la parole aux invités afin qu'ils puissent se présenter. Moi, c'est Guillaume, je suis membre du collectif La Réunion Palestine, voilà, un peu animateur, porte-parole, et voilà, hein, une grande bouche cabri comme on dit chez nous. Et Mathieu, voilà, pareil en dedans, voilà. En vrai, je peux me présenter. Du coup, je m'appelle Larbi et je suis en première année de master à Sciences Po Paris en politique publique. Et sinon, je suis à la France Insoumise, mais à Sciences Po, du coup, les Jeunes Insoumis. Et voilà, pour ça, j'ai 22 ans. Et moi, je m'appelle Mbarek. Moi, je suis en master de recherche en sciences sociales à l'EHESS. Et à côté de ça, j'écris quelques articles de presse ici et là en tant que journaliste indépendant. Merci la team. Alors, il faudrait juste qu'on précise que Mbarek et Larbi ne sont pas au Maghreb, enfin, ils sont originaires du Maroc. Euh, mais voilà, c'est quand même assez particulier, assez exceptionnel de trouver ces solidarités entre la Réunion, entre des enfants d'immigrés ou des Marocains, etc. Et on va directement enchaîner avec le premier axe dont on va parler pendant cet épisode, qui est celui du droit international. On va commencer un peu avec un sujet qui est assez chiant et je pense que personne ici est expert et ni prétend l'être. Mais voilà, pour rappeler quelques faits, simplement, depuis octobre 2023, plus de 30 000 morts ont été enregistrés à Gaza, assassinés par l'armée sioniste. Aujourd'hui même, à l'heure où on parle, une partie de la population est affamée et il y a un risque de génocide, pour ne pas simplement dire qu'il y a un génocide en cours. Rima Hassan, septième de liste aux élections européennes pour la France insoumise, appelle notamment à invoquer sans cesse le droit international qui compte pour elle plus que jamais. Est-ce que vous avez quelques réactions par rapport à cette position de cette militante
militante pro-palestinien, il faut le rappeler, qui est née dans un réfugié, dans un camp de réfugiés en Syrie, camp de réfugiés pour Palestiniens. Que pensez-vous de cet appel au droit international qui revient souvent? Est-ce que pour vous, le droit international est un instrument pertinent aujourd'hui? Ouais, ben juste déjà peut-être dit à la base, c'est-à-dire que le droit international, c'est le train minimal en fait. Aujourd'hui, on a tellement reculé sur certaines choses qu'on en fait l'alpha et l'oméga. Mais même quand je pense Rima Hassan le dit, au fond de sa tête, elle sait bien que c'est la base minimale sur ce conflit et sur tous les autres. C'est-à-dire que l'ONU est un outil imparfait qui permet, on va dire, de ne pas sombrer complètement, mais on le voit bien justement avec le conflit et la guerre de libération pour les Palestiniens. Israël a été sanctionné un nombre de fois assez remarquable pour un seul pays et n'a appliqué aucune des résolutions. Donc, quand je disais base minimale, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que si déjà il y avait eu un respect du droit international, on n'en serait pas là. Mais par contre, on n'oublie pas non plus que c'est par le droit international qu'on justifie la création d'un État colonial sur la terre d'un peuple qui n'avait rien demandé et à qui on n'a rien demandé de toute façon. Donc voilà, base minimale, mais essentielle. Peut-être pour rajouter un peu, bon, bah déjà, hein, en tant qu'elle-même, fille du coup de déportée, hein, subit la déportation en tant que Palestinien. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur sa stratégie. C'est la plus légitime en fin de compte là-dessus à dire quelle est la stratégie du peuple palestinien pour aider à sa libération ou tout du moins à la fin du massacre qui est en cours actuellement. Après, bah voilà, enfin pareil sur ce qu'on disait sur les bémols sur le droit international, à noter que justement Israël n'est pas signataire de la plupart des traités qui pourraient qui pourraient l'amener justement à être condamné. Donc bon bah ça reste un outil. Après, bah, on voit bien que les difficultés qu'il y a derrière, quoi. Ouais, je voulais prendre la parole par rapport à ça. Par rapport au cas de Rima Hassan, déjà, je sais que c'est une militante de qualité. Enfin, par rapport à elle-même, à la nature de son engagement, etc. Elle est, comme ça peut être dit, elle est légitime. Maintenant, je pense que au fond d'elle, elle sait très bien que c'est un peu une illusion, le droit international, honnêtement. C'est un peu, c'est un instrument de maintien d'un certain ordre, une certaine vision de l'ordre international des pays occidentaux, parce que, bah, comme ça a pu être mentionné précédemment, bah, typiquement, Israël a transgressé le droit international, je crois, 31 fois. Et il n'y a pas eu de sanctions. Et l'Irak, c'était une seule fois. Et il y a eu une invasion américaine, il y a eu bah, l'impérialisme américain. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas eu cette question du droit international. Donc, je pense que ce n'est pas forcément le cadre le plus opérant. Maintenant, je pense que ça fait partie de la stratégie de Rima Hassan et de la France insoumise en général pour être audible. Parce que le cadre français, c'est vraiment compliqué de porter certains points de vue sur bah, les modes d'action enfin, de certaines forces indépendantistes, etc., dans un cadre colonial, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, cette question du droit international, c'est aussi pour avoir un peu plus de légitimité dans le débat public. On a vu par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. C'était vraiment compliqué d'avoir un discours conséquent sur ce qui s'est passé parce que on était rapidement ostracisé du débat public. Bah, je pense que vous avez tous pu voir la France insoumise, le déluge médiatique qu'il y a pu avoir, alors que c'était une position qui est équilibrée, enfin entre guillemets équilibrée, c'est la même position que tout le monde, c'est-à-dire deux États, une position avec laquelle on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut dire que c'est pas suffisant, mais je pense que c'est juste que le droit international, c'est pas opérant, mais ça fait partie de la stratégie actuelle où vraiment dans un cadre français, on est vraiment assez restreint. Et pour être audible, ça peut être un bon moyen de rallier certaines personnes aussi à cette cause-là, dans un premier temps, et ensuite être embrayé sur d'autres sujets. Mais je vais laisser la parole. Ouais, bah, clairement, une grande partie des choses ont été dites, mais pour compléter par rapport à ce cadrage français, et notamment médiatique, on le voit, bah, on l'a très très bien vu au moment de l'annonce de la présence sur la liste de Rima Hassan et les attaques médiatiques de toutes parts. Et on voit bien que même en mettant en avant cette question du droit international et des questions qui sont le minimum, comme ça a été rappelé, le minimum syndical,
et ce qui montre que c'est vraiment le primordial de mettre ça en avant parce que ça reste, une base, institutionnelle, à mettre dans le débat. Et ben, on voit que malgré ça, les médias et les journalistes, notamment sur les médias dominants, n'hésitent pas à attaquer de toutes parts, que ce soit la France insoumise ou toutes les personnes qui ont un discours, du côté, palestinien sur le sujet. Et ça a donné lieu à des fake news, assez dingues sur, le fait que Rima Hassan, avait approuvé les attaques du 7 octobre. Enfin, il y a eu vraiment énormément de choses qui ont été dites au moment de son nomination. Donc le fait de remettre ça sur la table permet de légitimer le discours, un tant soit peu, mais ça reste très compliqué et on voit que ça va même dans tous les partis politiques jusqu'au PC où on voit que Roussel, ça nous surprend pas évidemment, mais c'est quand même très dommageable et très triste quand on connaît l'histoire aussi du PC par rapport à la lutte, palestinienne. Roussel qui s'est désolidarisé de cette personne-là. Donc quand on voit vraiment le cadrage médiatique qui est C'est donné et la place qui est donnée à ce sujet et aux biais qui sont mis en place, le droit international reste, vraiment le minimum syndical. Merci les frères. On va revenir un petit peu plus tard sur les angles médiatiques, les mensonges, les diffamations, etc., etc. Mais pour rester un peu dans le cadre de la question du droit international, une plainte a été déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide à la Cour internationale de justice, et le Nicaragua aussi contre l'Allemagne pour avoir, entre guillemets, facilité le génocide. Pour rentrer un peu dans des termes un petit peu techniques, il y a une différence entre crime de guerre et génocide. Et la différence réside fondamentalement dans l'intentionnalité du génocide, ce qui est quelque chose d'assez difficile à prouver en fait. Et c'est quelque chose, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, vous en conviendrez, que le gouvernement israélien a beaucoup utilisé. Et même ses alliés occidentaux, ils ont dit qu'en fait, Netanyahou ne visait pas les civils, donc il n'y a pas d'intentionnalité génocidaire, malgré les preuves matérielles qu'on peut avoir devant nous. Donc aujourd'hui, les débats juridiques, on va dire, se posent sur cette question-là. Et dernièrement, j'avais assisté à une conférence qui a été faite, qui a été tenue par le docteur Ahmed Khalifa, qui est professeur de droit pénal international à l'université Ain Shams du Caire, et qui disait que, en vérité, en ce qui concerne la question du droit, c'est pas qu'il n'y a pas de double standard. Lui dit qu'il n'y a plus de standard du tout. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Et lui, carrément, il disait qu'il faudrait peut-être commencer à envisager une nouvelle architecture juridique internationale. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, dans le contexte actuel, de réfléchir à à une façon de réformer en profondeur l'ONU? Parce qu'il faut savoir que la raison pour laquelle aujourd'hui tous les appels au droit international sont souvent des appels en l'air, etc., c'est parce qu'il faut savoir que l'organe exécutif des Nations Unies, qui est le Conseil de sécurité, est le seul qui est vraiment capable de mettre en place des mesures contraignantes, c'est-à-dire des mesures militaires, des sanctions, des blocus, etc. Et aujourd'hui, il y a un veto quasi systématique des États-Unis à chaque fois qu'un cessez-le-feu est proposé par un des membres. Donc, que pensez-vous de cette position-là du docteur Ahmed Khalifa? Et est-ce que vous pensez que c'est le moment d'investir le front institutionnel? Ouais, non, mais rapidement, en fait, je pense que là, justement, on est en train d'en faire un débat juridico-organisationnel, en gros, alors que globalement, c'est une question de rapport de force. Si Israël peut violer le droit international, c'est parce qu'elle est soutenue par le pays qui viole plus le droit international que tous ses successeurs derrière, et qui est le pays qui a l'armée la plus puissante au monde, que sont les États-Unis. Donc, les États-Unis ne sont pas puissants parce qu'ils ont un droit de veto, puisque à ce moment-là, par exemple, l'Allemagne, n'importe quoi. L'Angleterre, qui a lui-même, ils ont eux-mêmes un droit de veto, ils ont pas, c'est pas transcendantal la puissance de frappe si on enlève les États-Unis pour ces gens-là. C'est surtout qu'à un moment donné, les États-Unis peuvent chier sur le droit international, la France peut le faire aussi, parce qu'ils savent que y a pas grand monde qui va aller leur taper dessus. La Russie, là, aujourd'hui, par exemple, a un droit de veto, et ça n'empêche pas que dans la lutte entre les impérialistes états-uniens et russes, se retrouvent pas forcément en position de force à l'ONU. Donc,
on en revient c'est une position minimale dans le sens où, par exemple, tous les votes qui ont eu lieu où c'est les États-Unis et le Royaume-Uni qui finissent par mettre un veto pour un peu sauver la face d'Israël, ça en revient à un peu ce qui commence à tourner sur les réseaux, c'est-à-dire que si militairement Israël peut espérer, et encore des sources qu'on a, on ne peut pas vraiment dire que c'est la joie, en termes diplomatiques et internationaux, Israël est en train de se fracasser la gueule avec des ruptures de relations avec pas mal de pays et des ruptures de relations économiques et surtout de livraison d'armes avec quelques pays. Donc là, je pense qu'on est plus sur cet enjeu-là que essayer de trouver une meilleure manière que des gens qui n'ont pas envie d'écouter ce qu'on leur dit écoutent, en fait. Les États-Unis, tu peux faire ce que tu veux, tu pourrais leur enlever le droit de veto. S'ils ont envie de t'envoyer leur armée sur la gueule, ils le feront. Hein. C'est juste des questions pour eux géostratégiques et de politique intérieure, avec là leurs élections qui ne font que chercher à doser le soutien qu'on met à Israël. Quoi. Tu prends Biden ou tu prends Trump, ils soutiendront toujours Israël. Bon, par ailleurs, hein, je rajouterai juste sur la question justement du droit international, pour compléter là-dessus, il faut aussi voir là sur les dernières semaines, enfin derniers mois, dernières semaines, sur l'absence de consensus soi-disant qui existerait. Il y en a un de consensus, c'est le consensus colonial, clairement. Parce que quand il y a justement l'absence de condamnation du Conseil de sécurité et globalement des impérialistes occidentaux vis-à-vis d'Israël, on a en parallèle de ça du coup les Britanniques et les Américains, toujours dans les bons bails, qui informent que, bon, au final, les discussions vis-à-vis de la restitution des Chagos ne se feront pas. Bon, en tout cas, peut-être dans un autre cadre, ce qui ne sont pas censés faire, hein, parce qu'ils ont été condamnés aussi là-dessus, sur l'occupation des Chagos, sur le fait de les avoir virés, les Chagossiens, sur le fait d'avoir la base militaire de Diego Garcia. On a dans le même temps la France qui bafoue le droit international pour la Kanaki, en parlant de remettre en cause le processus d'autodétermination. On a la même chose pour les Comores avec l'île de Mayotte, où on voit encore une fois une offensive coloniale à ce niveau-là. On a la question du Sahara occidental sur les dernières semaines, où on a du coup des accords vis-à-vis de renier en fait la mission de la MINURSO et du droit à l'autodétermination des Sahraouis pour du coup donner l'espace aérien au Maroc, ainsi que leur droit de coloniser globalement avec un statut d'autonomie où il n'y a rien du tout. Donc ouais, en fait, pour moi, justement, ce qu'il y a en ce moment, c'est un consensus colonial de la part de l'Occident, encore une fois, sur des questions de rapport de force, vis-à-vis justement des autres impérialismes montants. Merci les gars pour vos analyses. On va passer maintenant à une question peut-être sur laquelle on va être un petit peu plus à l'aise pour en parler, qui est celle qui est celle de la critique médiatique. On l'a vu ces derniers mois, même si en vérité cette confusion, ça fait des décennies qu'elle est entretenue, mais je trouve elle est plus exacerbée ces derniers temps. Une confusion sciemment entretenue entre antisémitisme et antisionisme. On l'a vu ces dernières semaines, notamment à Sciences Po Paris, mais pas que, où on va pouvoir avoir le témoignage de l'Arbi qui est étudiant là-bas. Donc on a l'histoire d'une étudiante qui aurait été interdite d'entrer à un amphi en raison de son appartenance religieuse. L'Arbi, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Absolument. J'étais dans l'amphithéâtre, justement, occupé. En gros, c'était une action mardi 12 mars, il me semble, si je me souviens bien. L'amphithéâtre principal de Sciences Po, qui est l'amphithéâtre Émile Boutmy, était occupé du coup parce que c'était une action du comité pour la Palestine à Sciences Po, où en gros, il y a eu il y a eu des débats, etc. Il y a eu une conférence avec, il me semble, un réfugié palestinien qui était intervenu. Sauf que il y a eu des membres du coup de l'UEJF, qui est l'Union des étudiants juifs de France à Sciences Po, il y a plusieurs de leurs membres qui sont rentrés à l'intérieur de la salle. Moi, j'étais à l'intérieur, donc j'ai pu en voir. Ils ont été acceptés, et alors qu'ils étaient clairement hostiles à l'objet de l'action. Et j'ai pas vu ce qui s'est passé exactement avec cette étudiante, mais et du coup, j'ai vu les témoignages des gens du comité pour la Palestine à Sciences Po, qui, en fait, apparemment, cette fille filmait les gens durant les derniers événements pour ensuite lancer des campagnes d'harcèlement. Et elle était déjà rentrée à l'intérieur et ensuite elle est ressortie et elle a été mise dehors pour cette raison-là. C'est pas en raison de sa confession supposée ou réelle, sa judéité ou même ses positions politiques, parce que d'autres
d'autres membres de l'UJF ont été acceptés à l'intérieur, alors ils étaient clairement, ils portent cette ligne politique-là, sioniste, radicale, à Sciences Po. Ils ont quand même été acceptés à l'intérieur. Voilà. Et le truc, c'est que dans un article du Parisien, l'étudiant en question a reconnu qu'elle n'avait pas entendu ça. Les paroles en question, c'était du coup qu'on la mette dehors, cette sioniste ou je sais plus quoi, exactement. Et même elle a reconnu, elle a dit que c'était quelqu'un d'autre qui avait entendu ça et qui lui avait dit. Donc voilà, pour dire la fiabilité de ce truc-là. Et le truc, c'est que c'est devenu vraiment une affaire d'État parce qu'il y a le Premier ministre Gabriel Attal qui est venu à Sciences Po. Donc il a aussi transgressé la frontière entre le monde universitaire et le monde politique. Et Emmanuel Macron en a parlé dans le Conseil des ministres. Donc pour voir un peu l'ambiance qu'il y a, qu'il y a à Sciences Po, c'est même pas que depuis le 7 octobre, parce que même auparavant, il y avait déjà des tensions par rapport à ça. Vraiment, à partir de ce moment-là, c'était vraiment compliqué de revendiquer un autre point de vue que celui des médias dominants, etc., qui est que entre autres, Israël a le droit de se défendre, etc. Bref, c'est pour ça que le truc, c'est que même avec une position qui est, pour moi, qui est quand même, entre guillemets, équilibrée, on est directement inaudible à Sciences Po parce que, il y a vraiment un poids, même de l'administration, parce que l'administration n'a jamais fait de minute de silence pour les victimes à Gaza. Et donc, il y a vraiment un parti pris de l'administration qui a aussi saisi le procureur de la République par rapport à ce qui s'est passé, alors qu'il n'y a pas eu de preuves qu'il y a eu des actes d'antisémitisme. J'étais là pendant les discours des membres du comité pour la Palestine à Sciences Po. Il y a eu une dénonciation de l'antisémitisme au sein de ces luttes-là. Donc, juste, c'est une grande cabale médiatique, encore une fois, qui vise juste à délégitimer ce combat-là, et ça a fonctionné, pour le coup, parce que c'est le narratif qui s'est imposé, c'est celui-là. Oui, exactement. Je voulais rebondir sur ça, sur justement l'angle médiatique, comment les médias mainstream se sont servis de cette affaire-là pour, encore une fois, criminaliser les militants pro-palestiniens, que ce soit des étudiants, que ce soit, bref, toute voix qui est pro-palestinienne. On l'accuse souvent d'antisémitisme, y compris dans l'école des élites, entre guillemets, hein. Y compris les enfants de bourgeois se font attaquer par le gouvernement des bourgeois, ce qui est quelque chose d'assez étonnant quand même. Mbarek, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bah, juste pour rebondir par rapport à cette histoire et à au narratif qui s'est imposé, bah, en fait, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, ça fait une dizaine de jours que que ça s'est produit et qu'il y a il y a eu de plus en plus d'échos et d'articles ou de reportages, notamment de médias indépendants qui ont contrebalancé le discours qu'on a entendu pendant une semaine, où ça a été vraiment une semaine assez lunaire, où, comme tu le disais précédemment, les politiques s'en sont servis et ont récupéré l'affaire. Et c'est vraiment devenu une affaire d'État. Et même aujourd'hui, on voit le discours qui s'est contrebalancé, mais malheureusement, ce qui reste dans la tête de la plupart des gens et ce qui est resté, c'est ce narratif-là. Et je pense que c'est ça le plus gros problème quand il y a ce genre d'affaires qui éclatent et qui, nous, on le sait très bien, dès que ça arrive, qu'il faut prendre des pincettes et qu'il faut attendre et qu'il faut voir les différents témoignages, etc. Mais qu'on voit l'emballement médiatique, c'est que le narratif, il reste et au final, des semaines et des semaines et des semaines. Et aujourd'hui, encore, quand des personnes sont interrogées par rapport à cette histoire, on la présente sous l'angle étatique et l'angle qui est en fait faussé. Donc c'est très très compliqué de se faire une place dans ce dans ce cadrage-là. Ouais, après, enfin, pour sortir un peu de votre entre-soi science-piste, là. Non, sérieusement, nous, ce qu'on voit de notre point de vue à nous, de Petite Île, où la presse s'en bat plus les reins qu'autre chose, il va y avoir deux écoles. En gros, il y a un journal réunionnais qui s'appelle le Journal de l'Île de la Réunion, le JA, qui est dirigé par un espèce de néofasciste, ancien journaliste à Minute et aujourd'hui grand patron de ce titre, qui a un édito le samedi matin où il raconte des saloperies sur des saloperies. Il traite la présidente de région, qui est un soutien à la Palestine, tellement effacé qu'on l'a pas vu, mais qui est LFI, donc par association. Alors elle est même pas LFI, elle soutient Jean-Luc Mélenchon et elle est sur la liste aux européennes là, mais elle a son propre parti à la Réunion qui est pas la LFI. Oui, voilà, dans le cadre des élections, mais bon, on va pas rester sur nos politiques à nous. Globalement, il l'a traité d'antisémite. Je crois que
pendant un mois tous les samedis matins. C'est Valeurs Actuelles qui sort un truc, genre 4 jours avant, une dame se fait agresser chez elle par quelqu'un en se faisant traiter de sale juive et tout, mais en fait elle est pas juive. Donc déjà tu te dis mais c'est quoi cette histoire de dingue et tout. C'est repris par un média local, bon, qui est plutôt à droite lui aussi, et un mec qui est clairement, pareil, le rédac chef, c'est un politicard de droite. Et en fait, une semaine après, bah, c'est débunké que la petite madame en question, elle a des problèmes au coco, quoi. Enfin, la tête est plus très fonctionnelle. Et en fait, elle a inventé cette agression. Mais on a un journal d'extrême droite qui est Valeurs Actuelles, qui est parti inventer que il se passait des choses à La Réunion. Donc nous-mêmes, on a ce côté-là. Et de l'autre côté, on a aussi la presse qui s'en fout, c'est clairement, qui en parle à peine, qui fait l'actualité quand c'est vraiment énorme, genre quand il y a eu la décision de la CIJ sur l'Afrique du Sud et tout, mais qui globalement, chez nous, ça va s'en foutre un peu. Donc, bah, tu passes à la médiatisation par les réseaux sociaux, par les trucs, parce que je pense que ce qu'ils ont comme problème aussi, c'est qu'en dehors de, bah, en fait, en dehors chez vous des chaînes d'information continue, bah, globalement, le discours des gens, je pense pas qu'il est autant ultra-sioniste que ce que tu as sur les plateaux. C'est-à-dire que les gens, globalement, ils voient, quand ils arrivent à voir ce que c'est l'horreur, ça va être un peu, enfin, c'est pas bien ce qu'a fait le Hamas, mais bon, quand même, quoi, c'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. Moi, génocide, c'est pas cool, quoi. Ouais, voilà, donc nous, à La Réunion, ça allait encore plus, parce que bon, toutes ces histoires-là, c'est quand même un peu loin, et il n'y a pas un espèce... Enfin, nous, par exemple, moi, personnellement, j'ai découvert qu'il y avait une communauté juive à La Réunion après le 7 octobre, c'est les gars ont commencé à faire des rassemblements, avec en plus des discours très sionistes, mais ça, c'est un autre problème. Nous, ce qui nous fait un peu serrer un boulon quand on voit ce qui se passe chez vous, c'est que en fait, les mecs tournent en boucle sur des fake news, se font débunker, repartent sur une autre, se font débunker, repartent sur une autre, se font débunker. C'est en fait le moment où tu te dis, mais il n'y a même plus de crédibilité à ce que racontent ces gens-là. C'est-à-dire que là, vous venez l'arbitre, tu viens de parler de la dernière qui est arrivée, mais il y en a eu combien avant? Combien sur le 7 octobre, combien sur, pareil, l'histoire de, c'est les chiffres du Hamas, donc c'est des faux chiffres, alors que tu as tous les experts militaires français qui disent, ah, effectivement, les chiffres sont pas bons, on pense que c'est plus. Moi, c'est à un moment donné de me dire, mais quand tu regardes cette presse-là, est-ce que les gens qui regardent, ils sont pas juste en train de regarder un spectacle et de se fondre la poire, quoi? C'est-à-dire qu'à part les fachos déjà convaincus, qui sait qui se dit que ces gens-là, ils sont sérieux? C'est juste qu'effectivement, par contre, il y a une unanimité, il y a un BFM, un arc BFM CNews qui se crée et qui raconte ce qu'il veut. Et en dehors de ça, très sincèrement, hein. Et la réalité aussi sur la question de la répression qu'on a vu au début du mouvement, oui. Où pour le coup on a eu les interdictions. Bah là, ça a été un dump. 7 octobre, et là effectivement des inquiétudes qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qui s'est passé à Sciences Po, mais effectivement, enfin, en dehors de ça, je veux dire. Déjà, il y a le travail qui est fait par l'ensemble des organisations de soutien au peuple palestinien. Ouais, excuse-moi, Mathieu, est-ce que juste tu peux parler un peu plus fort, juste pour le son? Ah, ouais. Un petit peu plus loin du micro, c'est pour ça. Ouais. Merci. Non, si, il y a aussi juste une attraction quand même importante, parce que on a quand même nous aussi nos propres médias alternatifs, des coloniaux, mais je pense que la séquence aussi sur le média Parole d'honneur avec la venue de Judith Butler, c'était quand même assez instructif aussi, parce que on parlait à un moment donné des difficultés médiatiques. Je pense que la plus grosse difficulté qu'on a, c'est que le sionisme, qui est quand même l'idée coloniale qu'on va combattre, parce que c'est une idée coloniale, voilà, c'est bon, ça elle est à combattre, elle est aussi portée par des gens qui se revendiquent de gauche, et qui se revendiquent de gauche de façon sérieuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de gens genre Éric Nolot, quoi. Et du coup, quand tu vois que nous aussi on a eu, moi je me rappellerai d'une projection organisée par la LFI où il y a une camarade qui commence à nous sortir des trucs sur globalement, oui, voilà, non, mais quand même, quoi. Ouais, voilà, tu vois, elle nous ressort l'expérience des kibbutz. Je fais, meuf, je veux bien qu'à l'époque, les gens, ils étaient un peu pas, ils savaient pas trop et tout. Alors aujourd'hui, déjà, bon, il y a des kibbutz, c'est des mecs de droite dedans, et de deux, on sait que c'est des instruments de la colonisation. Donc moi, si tu veux revenir, on lui a redit, si tu veux revenir à la Troisième République, au discours de l'autre, là, pour t'expliquer que les races comme la nôtre doivent aller dominer les races comme la leur, parce qu'en fait, il y en a, ils sont civilisés, les autres, c'est des barbares, ah ben, va te faire foutre. Enfin, très clairement, désolé de mal parler, mais on va être clair, quoi. Voilà.
Nous, c'est ce qu'on leur dit, hein, c'est qu'à un moment donné, à La Réunion, on voit bien l'alliance qu'il y a entre les colons d'ici, hein, les GBH qui tiennent Carrefour, donc les béquets qui sont venus à La Réunion prendre le marché de la distribution, et les colons de là-bas Voilà, qui exploitent les terres palestiniennes. Voilà. Un autre lien aussi très simple qu'on peut faire sur la question de la colonialité, et que nous-mêmes, justement, on fait depuis le départ au sein de notre collectif, c'est, du coup, Guillaume a parlé des béquets, mais c'est aussi avec AXA. AXA qui a été dirigé par un gros blond, donc un descendant des grandes familles esclavagistes de La Réunion, il y a même pas 10 ans de ça. En fait, s'il y a bien une internationale, c'est l'internationale coloniale, et qui du coup, là actuellement soutient ses frères sionistes, mais la réalité, on la retrouve partout. Donc voilà, se dire de gauche et soutenir tout ça, c'est à un moment donné, t'as pas fini ta formation. Enfin, puis t'es une gauche coloniale en fait. Donc on en revient aussi à la problématique historique qu'on a eue avec la guerre d'indépendance en Algérie, sur ce qui s'est passé aussi dans ce qu'on appelait l'Indochine et qui a donné le Vietnam, et tous ces moments où en fait il y a beaucoup de militants dits de gauche en France qui à un moment donné commençaient à bégayer, à parler dans une langue qu'ils maîtrisent pas. Une fois mis en face de leur contradiction principale, à savoir que, quoi qu'il arrive, ce sont des colons. Sionisme de gauche, effectivement, il y a une contradiction dans les termes. Et voilà, il y a tout un arc en France, y compris, euh, y compris le Parti socialiste, etc., qui va te dire n'oubliez pas l'expérience des kibbutz. Il y a quand même des Israéliens qui sont sionistes et qui sont quand même gentils avec les Arabes, les Palestiniens, etc. Bon, tout ça, c'est des foutaises. Et voilà. Et il faut, c'est une parole qui commence à se libérer un peu en France, la capacité de dire, d'utiliser le terme de sionisme, et de dire que le sionisme est avant tout un colonialisme et un impérialisme. Et aussi peut-être par rapport à la gauche française et à ses contradictions, ce qui est l'exemple le plus frappant de ça et qui pour moi symbolise beaucoup de choses, c'est qu'il faudra jamais oublier historiquement dans l'histoire de la NUP et de ce que ça a apporté à un moment donné et de ce que ça avait suscité comme intérêt chez les militants notamment, que c'est la question palestinienne qui a fait éclater officiellement la NUP et que ça dit beaucoup de choses sur les différents partis qui ont décidé de faire scission à ce moment-là. Et certes, on savait qu'il y avait déjà beaucoup d'histoires et de contradictions et de disputes entre les différentes forces, mais le fait que ça soit la question palestinienne qui officialise cette séparation, c'est quand même, ça dit énormément de choses et c'est révélateur finalement de ce qu'est la gauche française, en tout cas une bonne partie d'entre elles. On a vu que les dirigeants occidentaux, lorsqu'ils prenaient la parole sur cette question-là, répétaient ad nauseam la solution à deux États, devant des massacres vraiment horribles, horribles, quotidiennement. Enfin, il me semble, j'ai vu un chiffre quelque part où un enfant meurt chaque 20 minutes. Bon, du coup, la solution politique proposée par les enfin, par les dirigeants occidentaux, pardon, c'est celle, la solution de la communauté internationale, la solution à deux États, etc. Mais on voit aussi que de plus en plus de voix palestiniennes, je dis bien palestiniennes, prennent l'État séculaire binational comme du temps de la première charte de l'OLP. Donc, est-ce que, bien que vous ne soyez pas palestinien, je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question ou pas, mais est-ce que cette solution à deux États, défendue officiellement par une grande partie de la communauté internationale, défendue par la France, par les États-Unis, bref, est-ce qu'elle vous semble aujourd'hui souhaitable ou réalisable? En vrai, sur cette question-là, effectivement, c'est vrai que la solution des États, c'est un peu défendu par pas tout le monde, mais c'est un spectre, sur un spectre politique assez large. C'est-à-dire que même si on prend à gauche, typiquement, le PS, le PC, même LFI, c'est la solution qui est défendue officiellement. Je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Mais après, en fait, les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients, bien sûr, mais le problème de la solution à deux États, c'est que sur quelle base, sur quelle frontière? Est-ce que c'est 67? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait du droit au retour des réfugiés palestiniens? Et aussi, dans quelle mesure est-ce que c'est faisable comme solution en l'état avec le rapport de force qu'il peut y avoir? Parce que typiquement, je pense que dans le spectre politique israélien, je ne sais pas combien de partis politiques se revendiquent même des deux États. Dans la charte du Likoud, je crois qu'il y a, je ne sais plus comment c'est formulé exactement, mais il y a le rejet clair et net d'un État palestinien.
Donc avec des interlocuteurs comme ça, je ne sais pas comment ce serait possible. Même si on fait deux États, comment par la suite ils vont cohabiter après 70 ans d'atrocités commises par Israël. Moi, à titre personnel, même si je sais que c'est pas la position de la FI, mais moi je suis plus pour un État binational, parce qu'un État binational, ça permettrait du coup un retour des réfugiés palestiniens. Enfin, si c'est conditionné à ce retour-là, ça serait le mieux. D'autant plus qu'un État binational, on fait quoi? Des colons, du coup, parce qu'en Afrique du Sud, typiquement, ça a pu être géré d'une certaine manière. Est-ce qu'on fait la même chose, du coup? Est-ce que, du coup, il faut qu'ils partent? Parce qu'on sait qu'il y a une grande majorité de la population israélienne qui, je ne sais pas si elle serait vraiment en accord avec un État binational, parce que là, ils ont le rapport de force en leur faveur. Je ne vois pas pourquoi ils voudraient d'un seul coup renverser ce rapport de force, parce qu'on sait que démographiquement, ils sont perdants à terme. Et vu que l'idée, le ciment de l'État d'Israël, c'est un État, enfin l'État-nation du peuple juif, je ne sais pas comment arriver à ce résultat-là, parce que même diplomatiquement, on sait très bien qu'il n'y a pas les leviers pour le faire. Donc, je sais pas. En vrai, c'est deux solutions qui, pour moi, sont pas forcément opérantes. Mais la solution à deux états, pour moi, c'est vraiment pas la bonne solution pour le coup. Et j'ai hâte d'entendre vos avis sur cette question-là. Même si je suis pas palestinien, mais Yes, en fait, on va répondre en tant que colonisé. Hein. Enfin, c'est justement au peuple qui est actuellement occupé qui doit décider par lui-même de ce qu'il veut, en fait. Et donc, et ce qui est le seul à être concerné, en fin de compte, pour le devenir de son État. Et donc, après, deux États plurinational, en soi, c'est aux Palestiniens. Une fois le droit au retour qu'aura été accordé, qui pourront décider de ce qu'ils veulent. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de. Enfin, il devrait même pas y avoir de discussion, en fait, je veux dire. Et en soi, justement, on a des exemples historiques, notamment pour nous, en tant que Coréens juste à côté, avec l'Afrique du Sud, où, effectivement, il y avait des colons, des descendants de colons qui étaient installés là depuis des centaines d'années, où, du coup, il y a pu avoir, malgré toute l'histoire de l'apartheid, justement, une décision de construire un avenir commun. Bon, en soi, voilà. Et puis, si les colons ont un problème, ils rentrent chez eux, hein, réellement. Non, ouais, moi, il y a deux choses peut-être pour ajouter. D'abord, il y a un préalable. C'est-à-dire qu'avant de réfléchir à est-ce qu'il y a 1, 2, 15 États, est-ce que c'est un État national, est-ce qu'on en revient à l'État-nation, on en revient à la question fondamentale, c'est est-ce que de toute façon c'est possible tant que le sionisme est une idée qui est celle qui façonne la région. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tant qu'il n'y a pas de désionisation, donc entre guillemets, on ne met pas à bas le sionisme, tout ce qu'on fera derrière, et on parlait des exemples qui ont plus ou moins marché, hein, parce que le Rwanda, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est la joie vu ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Et l'Afrique du Sud, il y a quand même de gros errements sur la réconciliation. Avec les baisers qui veulent le volkish. Voilà, donc la question, elle est surtout déjà, est-ce qu'on arrive à mettre fin à l'idée coloniale elle-même? Et à partir de là, c'est-à-dire une fois que, comme l'a dit Mathieu, que le droit au retour a été mis en branle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les Palestiniens qui ont subi la Nakba puissent être rentrés chez eux, pareil, historiquement, ils ont un chez eux, mais Israël a tout fait pour le faire disparaître. Donc il y a d'abord tous ces préalables-là, et après, comme Mathieu l'a dit, à un moment donné, on est pour l'autodétermination des peuples, donc tout le monde a à se déterminer en fonction de ça, mais dans une situation où il n'est pas sous un joug colonial. Pareil, quand on voit comment l'Algérie s'est libérée, et on a raison de le prendre en exemple, mais il ne faut pas non plus le sacraliser, il faut y voir les limites. La France a gardé une emprise coloniale sur l'Algérie, et qui a fait que, à un moment donné, certaines problématiques qui ont encore cours aujourd'hui sont du fait des relations coloniales que la France a gardées avec l'Algérie. Et le deuxième point, sur la phrase que disait Mathieu sur en même temps, s'ils ne sont pas contents d'être là, ils peuvent rentrer chez eux. C'est là aussi ce qui s'est passé, mais qui s'est passé dans tout le Maghreb, puisque moi, personnellement, une partie de ma famille était pieds noirs, installée en Tunisie, et que moi, mon grand-père, il a décidé de rentrer en France, et mon grand-oncle, il est resté en Tunisie. Donc, individuellement, chacun, il fera ce qu'il veut à un moment donné. Et que c'est à chacun de balayer devant sa porte en fonction de son histoire personnelle et de sa relation avec le pays dans lequel il est. Le plus important, collectivement et structurellement,
c'est de déjà avoir une décolonisation qui soit achevée, parce que pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que l'histoire nous a montré qu'un quelconque pays a réussi à totalement se décoloniser de son pays colonisateur. Même, souvent on les montre en exemple, les pays colonisés par l'Angleterre, ont une colonisation qui n'est pas totalement achevée, et avec les nouvelles formes d'impérialisme qui émergent, les Chinois, les Russes, etc., on voit aussi le terreau fertile que ça donne. C'est-à-dire que les colonies continuées amènent à une facilité à revenir sur, sur ces choses-là. Donc, préalable, fin du sionisme et de la colonisation, et après, autodétermination, et chacun, à un moment donné, je pense que personne n'est dupe là-dessus, et que chacun devra décider en son âme et conscience. Bon, juste quand même pour ajouter, la solution à deux États, au final, c'est un classique des situations coloniales. Parce que justement, pour l'Algérie, il y avait la proposition que l'Oranais reste français. Enfin, ça a été un plan qui avait été fait lors de la guerre d'Algérie. Pour la Kanaki, on a un plan depuis des années, justement le plan Mesmer, si je ne me trompe pas, sur la séparation d'une entité coloniale du niveau de Nouméa et du reste de la Kanaki. On a fait la même chose pour les Comores, on a tiré Mayotte Oui. du reste de l'archipel. On a, ils ont fait la même chose du coup pour les Chagos pour Maurice. L'Afrique du Sud, c'était leur plan en fait. Concrètement, pendant l'apartheid où ils nous font des vents tout ce temps, voilà. Et à d'autres échelles, on va dire où c'est pas forcément les colons qui séparent les États-nations. Déjà, on pourra peut-être un jour questionner cette question-là, mais bon, voilà. La question de l'Inde, en fait, à l'époque où on crée on crée des États parce qu'ils seraient irréconciliables entre le Pakistan occidental, oriental et le reste de l'Inde sur des bases hindoues. Bon, bref, voilà, c'est vraiment le classique du narratif colonial, la solution à deux États. On le rappelle au début avec l'extrait de Leila Khaled qui posait les termes du débat et disait soit ils vivent avec nous de manière pacifique et ils auraient les mêmes droits que nous dans un État palestinien, soit ils sortent de ce pays si la situation ne leur plaît pas. Je trouve que c'est assez synthétique et assez éclairant. Et pour parler d'une thématique, on reste toujours sur le conflit, sur la guerre en Palestine, la guerre à Gaza, mais aussi sur son interprétation et son analyse médiatique. Moi, il y a eu quelque chose qui m'a frappé, qui m'a interpellé, c'est la narration parfois larmoyante, qui peut amener à noyer les affects politiques de colère. C'est-à-dire, on est souvent dans quelque chose qui peut même nous amener à une certaine impasse intellectuelle et militante. Et en fait, on est toujours, tous les jours, confronté à des morts tragiques, dramatiques. C'est-à-dire, on est souvent dans le registre de la tristesse. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs relié par les médias mainstream, par l'AFP, par Reuters, etc., qui sont ensuite repris par les différentes rédactions, etc. Et donc, cette tristesse est évidemment naturelle et légitime, elle est humaine, mais parfois elle peut être insuffisante pour transformer les choses. Les larmes, elles peuvent nous soulager, mais il faut aussi, je pense, dans la mesure du possible, se dresser contre ce colonialisme sioniste et l'impérialisme, quoi. Est-ce que vous avez des mobilisations, des exemples de mobilisations efficaces, locales, nationales ou internationales? Est-ce que vous-même, je pense notamment au cas de La Réunion, est-ce que vous avez des cas concrets de mobilisation, de récits que vous avez mis en place pour encourager les gens à se battre et à lutter? Et ne pas rester dans cette tristesse qui parfois, malheureusement, peut être paralysante. J'ajouterai ce qui fera aussi l'objet d'un autre épisode de podcast sur pour continuer un peu cet état de tristesse ambiante, c'est sur les prières. Concernant la Palestine, par exemple, souvent dans les communautés musulmanes, il y a cette idée de prier, prions pour la Palestine, ce qui se retrouve aussi dans d'autres communautés, comme par exemple le Congo typiquement, ou Haïti aussi, où là c'est plutôt les communautés chrétiennes. Là, la seule action souvent prônée, c'est la prière. Et on délaisse complètement comme ça le champ politique et toutes les autres actions possibles où on dit prions pour la Palestine, prions pour le Congo, prions pour Haïti. Et c'est tout. Voilà, et ça fera l'objet d'un autre épisode aussi. Donc voilà, c'était juste pour compléter un peu ce que disait le frérot Abdelkrim.
Non, du coup, tu nous demandais ce que nous on faisait. Déjà, il y a Mathieu, ce qu'il avait dit tout à l'heure, l'histoire de relier les problématiques de la colonisation palestinienne et des opérations de boycott, des investissements, sanctions à, au lien qu'il y a avec la colonialité réunionnaise. Donc, quand on dit de boycotter Carrefour, on dit de boycotter le groupe Bernard Ayotte, qui donc détient Carrefour dans tous les Outre-mer, une partie de l'Afrique. Et du coup, de faire raisonner, parce que nous, c'est. Qui détient à peu près 50% Ouais, de voilà, mine de c'est rien. un énorme groupe monopolistique de distribution, puisque au-delà de Carrefour, je veux dire, par exemple, ils ont Decathlon, ils ont Monsieur Bricolage, il a énormément de franchises, etc. Et en gros, il crée des énormes centres commerciaux dans lesquels il met tout. Et comme disait Mathieu, c'est 50 ou. Enfin, il a un peu moins de 60%, parce que sinon, il serait en position là, enfin, ce serait illégal. Donc, par exemple, il a créé un sous-groupe quand il a racheté un de ses principaux concurrents pour ne pas finir en position monopolistique. Et en gros, avec Édouard Leclerc, il se partage à deux dans un duopole, ce qui, par exemple, cause la vie chère. Une des causes de la vie chère à La Réunion, ça, je pense, Saïna, on en rediscutera un jour aussi, hein, mais du coup, c'est de faire ce lien-là, c'est de faire le lien avec un de nos gros blancs qui a lui aussi été à la manœuvre dans l'exploitation de La Réunion, puisque pour la faire courte, c'était un propriétaire terrien qui avait des terres dans l'ouest de l'île. L'ouest de l'île de La Réunion, c'est. Ouais, mais. Quand je parle de l'ouest de l'île, parce que c'est là où il a fait les plus grosses plus-values, puisque globalement, c'était des terres en friche, sans capacité agricole, s'il manquait d'eau. Et il y a eu un super méga projet de basculement d'eau de l'Est, la région d'où je viens, qui est normalement beaucoup plus humide à La Réunion, vers l'Ouest. Et ce mec-là s'est fait en or. Tous ces gros blancs béquets qui sont nos colons de affection, quoi. Là, c'est nos maladies à nous. Ils ont un lien direct à travers les marques capitalistiques. Et la deuxième chose, que moi, en tout cas, ça c'est plus ma vision, Mathieu vous dira s'il partage ou pas, euh, c'est d'expliquer aux gens que moi, en fait, perso, je suis un peu égoïste et je me bats pas pour les Palestiniens. Alors, c'est pas totalement égoïste, parce qu'à un moment donné, en fait, c'est très paternaliste de se battre pour les gens. Donc, moi, je me bats pas pour les gens, je me bats avec eux. Je me bats à côté d'eux, et à un moment, quand nos intérêts convergent, eh ben, on met ensemble. Donc, quand on essaie d'expliquer ça, c'est de dire aux Réunionnais, mais là, je te dis pas lève-toi pour le Palestinien et bats-toi que pour lui. C'est que si tu bouges un peu ton fessier de la chaise sur laquelle tu es assis et que tu te lèves pour la Palestine, peut-être que demain, on pourra embrayer sur une lutte plus liée à nos problématiques. Quand nous, on parle colonialité et qu'on fait le lien avec la Réunion, c'est en espérant qu'à un moment donné, il y ait des gens qui captent que cette colonialité, elle existe aussi chez nous. Et, on ne va pas se mentir, il y a des résultats. Alors, on n'a pas levé les foules, on n'est pas en train de créer un parti de masse décoloniale qui demain va prendre le pouvoir, mais juste là, pour vous dire, hein, avant octobre, globalement, comme discussion décoloniale, on était les deux marmailles qui vous causent là. Et aujourd'hui, on a un petit groupe, alors on a d'autres camarades aussi, hein, je veux dire, où on se parlait fréquemment. Et là, on a un petit groupe sur la Palestine. On fait des liens aussi maintenant avec la lutte sur les Comores. Donc, il y a aussi. Des liens qui sont en train d'être faits aussi à l'international. Oui, complètement, oui. Avec les camarades de Maurice. Avec la Martinique, avec la Guyane, avec la Kanaki. Enfin, cette lutte-là, elle nous a permis de créer, de tisser des liens parce que voilà, il y a eu à un moment une convergence de tout, un alignement de tout ce qui allait bien pour que ça se passe. Et on en revient à un moment donné, il faut être stratégique, il faut arrêter de rester idéaliste en attendant que tout se passe bien et pour en revenir aux Palestiniens que qu'est-ce qu'on peut faire pour les pauvres et tout. Cherche pas, ils le font eux-mêmes. À un moment donné, je veux dire, on peut avoir toutes les réserves qu'on veut. Les gars ont réussi à mener une attaque conjointe sur un des États les mieux armés au monde. Donc, malgré toutes les horreurs qu'il y a eu et les crimes de guerre qu'il y a eu ce jour-là, le 7 octobre, c'est quand même la démonstration que la résistance palestinienne elle est encore capable de faire des choses. Même si on ne nous le dit pas et qu'on ne nous le montre pas, la guerre qui a lieu en parallèle du massacre qu'il y a à Gaza, parce que les combattants palestiniens ne sont pas tous allés se planquer dans des tunnels à attendre, comme le disent un peu les médias mainstream. Ils font de lourds dégâts à, encore une fois, une armée qui est suréquipée. Enfin, juste quand on voit
un char Merkava, c'est plusieurs dizaines de tonnes d'acier qui te roulent sur la gueule. Et là, je veux dire, c'est littéral, puisqu'ils roulent sur les gens. Pour ceux qui sont sur les télégrammes où il y a des images cash, bon, il faut avoir le cœur accroché. Donc voilà, à un moment donné, il faut aussi se rappeler ça, c'est qu'ils ont mis à mal l'une des armées les plus costauds au monde et que leur lutte, elle est exemplaire. Je dirais ça aussi, justement, c'est très important de le noter, c'est que oui, alors voilà les trucs larmoyants, ouais, bah oui, effectivement, c'est terrible ce qui se passe. Mais à un moment, on a un peuple en lutte, tout un peuple en lutte, pour avoir le droit d'exister, tout simplement, qui se bat pour le droit d'exister et pour la dignité dans ce droit d'exister. Et franchement, moi, je ne peux que célébrer en fait cette lutte-là. Et ça sert à rien en fait de dire ah oui, voilà, c'est terrible. Non, la réalité, c'est qu'ils sont en train de se battre et que on se bat à leur côté, justement. Et qu'il faut le rappeler, que ça fait maintenant près de plus de 80 ans, du coup, qu'ils sont en train de se battre pour ce droit-là. On continuera à être à leur côté tant qu'ils continueront à se battre pour leur dignité, justement. Ouais, dans cette même optique de célébration et de sortir du contexte larmoyant, moi j'étais tombé sur un exemple qui est assez parlant par rapport à ça, de ce qui s'est passé au Maroc à la suite du 7 octobre. En fait, il y a un youtubeur palestinien, donc c'est un vlogueur qui va un peu partout dans le monde pour faire des différents reportages en autonomie. Et donc il s'est rendu au Maroc en octobre pour s'intéresser à la culture du football au Maroc et comment ça s'était émergé et pourquoi c'était à tel point important à la suite de la Coupe du Monde et de plein de choses qui se passaient là-bas. Et donc, il voulait faire un peu un point là-dessus. Et sauf que, hasard du calendrier, il est arrivé au Maroc le 7 octobre. Donc, en atterrissant à Casablanca, il apprend ce qui se passe donc chez lui. Et donc, il raconte dans la vidéo à quel point bah, il était déboussolé et il savait pas justement s'il allait rester ou s'il allait rentrer, sauf qu'il pouvait pas rentrer parce que tout était fermé, etc. Donc, il savait pas s'il allait continuer son travail qui était prévu de base. Au final, il décide de rester sur place et de y aller puisqu'il était là et que c'était voilà qu'il allait le faire. Il a laissé son téléphone éteint pour ne pas avoir d'écho de ce qui se passait, justement pour ne pas être triste, etc. Il a fait son reportage sur une, deux, trois journées. Il a rencontré des gens. Il raconte à quel point les personnes changent de facette face à lui quand il se rend compte qu'il est palestinien, alors que de base, ils étaient plutôt méfiants parce qu'il avait une caméra qui filmait. Mais dès qu'il dit qu'il est palestinien, il y a tout de suite des personnes chaleureuses qui lui font visiter, qui lui montrent les graffitis dans la ville, à quoi ça correspond, etc. Et le point d'orgue du reportage, c'est le match à Casablanca, donc du Raja Casablanca. Donc c'est deux, trois jours après le 7 octobre. Et donc là, il voit les chants, les drapeaux, il voit qu'il y a énormément de drapeaux palestiniens. Et il raconte au moment du chant dont tu parlais tout à l'heure sur la Palestine, donc qui est entonné par tout le stade. Et là, il a les larmes aux yeux pendant la vidéo. Il raconte, il dit, bah, j'avais l'impression pendant ces 20 minutes où ils ont chanté ce chant que j'étais dans un autre univers parce que j'avais jamais entendu, il doit avoir une quarantaine, 45 ans. Il disait, j'avais jamais entendu de ma vie 50 000 personnes chanter à la gloire de mon peuple, à la gloire de nous, en fait, palestiniens. Et donc, la vidéo finit un peu sur ça et sur cette note un peu positive où ben voilà, il était aux anges, entre guillemets, de voir tout un peuple qui est au Maroc, qui n'est pas en Palestine, mais un peuple frère, chanter pour eux et justement prendre le sujet dans l'autre sens et ne pas aller le voir en mode ah, je suis triste pour toi, etc. Mais tout le monde chantait pour la Palestine avec les drapeaux, les kéfis, etc. Et donc, c'est ça qui m'a marqué et qui me fait penser à ce que tu dis sur ce côté larmoyant et comment le contrer. Merci pour vos réponses. Ça nous permet d'embrayer. Vous avez déjà un peu amorcé un peu le dernier thème qui est sur la solidarité internationaliste. Donc, on va aborder un axe qui nous paraît important. C'est que, en fait, depuis le 7 octobre, l'attaque du 7 octobre, nous voyons que dans beaucoup de pays, que ce soit les pays du Nord ou les pays du Sud global, il y a la société civile. Les sociétés civiles se saisissent de la question palestinienne avec l'organisation de marches, de manifestations, des boycotts, des créations de collectifs de soutien au peuple palestinien, etc. Ce qui permet de poser la question très simplement, c'est pour vous, comment vous expliquez la solidarité
des pays du Sud global avec la cause palestinienne. Ouais, je voulais dire que, en fait, la cause palestinienne n'est pas juste une cause arabe ou une cause pan-islamique, ni même une cause africaine. Je dirais même que ce n'est pas juste une cause, la cause des colonisés. Je pense que, euh, et d'ailleurs, pour ceux qui auraient lu le dernier, il me semble que c'était dans le dernier chapitre de Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, où il fait appel à un certain humanisme aussi. Et c'est pas antinomique de l'idée de solidarité. On a vu des manifestations géantes, que ce soit à Paris, à New York, à Londres, à Toulouse ou à Lyon même, dans les pays occidentaux. Il est vrai que cette cause touche profondément les peuples anciennement colonisés, les peuples arabes, les peuples musulmans, parce que les Palestiniens sont attaqués parce qu'ils sont arabes musulmans et parce que il y a une domination sioniste. Il y a une domination qui est axée sur le racisme aussi. On n'a pas beaucoup parlé de racisme, mais le colonialisme est traversé, il est fondé sur ce racisme-là. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait une certaine sympathie, empathie de la part des peuples frères, entre guillemets. Le peuple marocain, les peuples maghrébins notamment, sont très touchés dans leur dignité, dans leur cœur, par ce qui se passe en Palestine et depuis les années 50. Il faut savoir que ce sont des peuples dont une partie de la population a participé aux guerres, à la guerre de Kippour, à la guerre de 67. Mais je pense aussi qu'il y a cette idée-là qui est une cause africaine aussi. Je crois que c'était Nelson Mandela qui disait que tant que la Palestine ne sera pas libérée, l'Afrique du Sud ne le sera pas, quelque chose comme ça, j'ai pas la citation exacte. Mais voilà, simplement dire que c'est pas juste une cause arabe, musulmane ou africaine, qu'il s'agit presque d'une cause globale et que au-delà aussi de l'humanisme, il y a une solidarité des peuples. Il y a, je sais pas moi, enfin, j'aurais du mal à définir l'idée de pourquoi les gens sont touchés par autant d'horreurs, mais voilà, il y a un certain élan collectif de on peut pas accepter ça. Et on peut pas accepter ça. Si on est humain, on peut pas l'accepter. Bon, vous allez peut-être trouver mon discours un peu bisounours, etc. Mais on l'observe dans les faits, empiriquement. Quel intérêt, dites-moi, quel intérêt aurait quelqu'un en Occident à se soulever contre son gouvernement impérialiste, ou en tout cas à s'exposer de cette manière-là, à s'exposer à la criminalisation dont il peut faire. Quel intérêt? Parce que c'est vrai que de la part de populations toujours colonisées, comme à La Réunion, le territoire d'outre-mer sous domination française, il y a un intérêt stratégique. Mais comment expliquez-vous alors la solidarité qui peut avoir lieu par des populations blanches, occidentales, même privilégiées, hein, je ne dis pas juste les peuples, je parle aussi d'une petite bourgeoisie, etc., etc. Voilà. Bah justement, par rapport à ce que tu disais, je pense aussi que c'est une question un peu de reflet de situations qui ont été préalables dans plein de pays. Bah, typiquement, je vais prendre l'exemple de l'Irlande, où il y a de grandes mobilisations pour la Palestine. Il y a toujours eu un soutien pour cette cause-là. C'est aussi parce que bah, c'est un peu un reflet de leur situation, même si c'est pas comparable, mais avec bah, le Royaume-Uni, c'est toujours les tensions qu'il y a eu entre bah, l'Irlande et l'Irlande du Nord, etc. Toutes les luttes qu'ils ont menées. Et c'est pareil aussi, bah, typiquement le Maroc. Le Maroc, c'est historiquement, ça a toujours été un soutien de la Palestine et ça peut s'expliquer aussi parce que bah, il y a une grande histoire aussi de l'anti-impérialisme au Maroc, bah, typiquement contre le protectorat français, mais pas que. Il y a aussi les luttes contre les Espagnols, contre les Portugais, etc. Oui, le peuple marocain. Non, mais quand je dis le Maroc, je parle du peuple marocain. Je parle pas du gouvernement. Mais pour le coup, c'est pour ça qu'il y a un grand, soutien de la population parce que ce qu'on voit en Palestine, bah, c'est aussi ce qu'on a un peu expérimenté par le passé et qu'on a réussi, bon, entre guillemets, à vaincre parce qu'il y a quand même encore des traces de ça. C'est aussi pour cette raison-là. Et je pense aussi le truc de l'humanisme, je sais pas vraiment parce que le truc, c'est que les populations se sont un peu réveillées quand il n'y avait plus aucun moyen de défendre l'indéfendable. Par exemple, si on prend les unes de Libération en novembre ou en octobre, et maintenant, bah, ça n'a rien à voir. Enfin, quand je prends Libération, c'est parce que c'est un peu les bobos parisiens et tout. Ils sont là maintenant, il y a 30 000 morts, du coup, ouais, bah, ça commence à devenir un peu grave, donc on peut plus vraiment défendre ça. Alors même que ça fait depuis 70 ans qu'il y a ça, et pourtant, il n'y a jamais eu de contestation contre ça. Donc ça aussi, ça montre que. Et même ce que j'aime pas aussi, bon, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est toujours un peu, bah, entre guillemets, un peu romantisé, toujours un peu la version larmoyante, genre, oh ouais, les pauvres Palestiniens, etc. Ils ont toujours cette vision-là, hein, où ils vont les voir un peu d'au-dessus. Même le truc de dire ils ont pas été tués, ils sont morts. Il y a 30 000 morts, maintenant ils ont été tués par une entité qu'il faut nommer. Donc,
Ouais, juste en fait, bon, pour parler pour les occidentaux blancs, petits bourgeois, j'aurais du mal, mais pour tout le reste, enfin, il y a un truc qui pour moi me paraît assez évident en fait. C'est d'ailleurs un peu le titre de votre podcast. Enfin, en fait, à un moment, quand on voit la déshumanisation qui est en cours vis-à-vis du peuple palestinien, où clairement, en fait, il y a un génocide qui est en cours, où ils ont été depuis le début, enfin, de cette offensive-là, ramenés à des insectes qu'il fallait exterminer. En fait, enfin, on entend, on voit, et on sait qu'on parle de nous, en fait, là-dessus. On sait que derrière, quand on commence à déshumaniser une catégorie quelconque de population, c'est la première étape pour continuer la déshumanisation pour le reste. Et que, oui, peut-être qu'on vivra pas la même chose, en fait, que les Palestiniens. Pour autant, quand on commence à accepter ça, c'est qu'on accepte, en fait, que derrière, la déshumanisation, elle arrive aussi vers nous. Et en tant que peuple colonisé, peuple non blanc, on sait très bien en fait quelles sont les conséquences, d'autant que on a quand même un historique là-dessus, que ce soit sur les déportations avec, du coup, par exemple, l'affaire des enfants de la Creuse, avec le Bubinum, avec l'histoire des stérilisations forcées du docteur Moreau à Saint-Benoît à l'époque. La répression politique, on l'a connue aussi. On a connu toutes ces histoires-là aussi dans dans les peuples à côté, que ce soit justement, je parlais tout à l'heure des Chagossiens, on parlait des Comoriens et de l'île de Mayotte tout à l'heure, on parlait de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. En fait, ces situations-là, forcément, elles nous font écho. Et donc, voilà, on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles, on sait qu'on parle de nous derrière. Non, après, je pense que c'est pas bisounours ce que tu disais sur l'humanisme. Si on... Là, je vais parler justement plutôt du côté du colon. Ouais, je vais représenter les colons, ça me dérange pas. De reprendre Césaire cette fois-ci. C'est-à-dire que quand on regarde l'analyse que fait Césaire dans Discours sur le colonialisme, on voit qu'en fait, parce qu'il faut bien reprendre aussi le comment c'est arrivé, ce texte. C'est quand même le Figaro qui lui demande d'écrire pour expliquer à ses lecteurs c'est quoi le colonialisme. Donc il faut imaginer Césaire, qui est quand même encore un peu jeune à l'époque, qui est déjà quelqu'un de reconnu, mais qui n'a pas la prestance qu'on lui donne aujourd'hui et encore de son vivant à l'époque. Il va établir de manière assez claire, nette et précise que le colonialisme a asservi l'humain colonisé, mais a complètement déshumanisé le colon en retour. Et donc ce choc en retour dont il parle, qui va s'incarner dans l'une des plus grandes tragédies de l'histoire, et je pense que vous avez tous vu le lien, c'est la phrase un peu, alors je l'ai plus exactement, je n'ai pas fait de grandes études dans des grandes écoles, désolé, j'ai pas des citations en tête, moi, comme les bourgeois. C'est en gros, la Gestapo finit par frapper à votre porte. Je pense que c'est un peu ça, justement, qu'il faut mettre dans la tête de toutes et tous qui ne sont pas colonisés. C'est le côté, si vous laissez faire ça, voilà, à un moment, il va y avoir un retour. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Parce que si vous laissez la déshumanisation avoir lieu à un moment donné de votre histoire humaine, elle va venir vous faire parler et va venir vous réexpliquer que vous avez perdu une partie de vous-même. Et donc, même si on ne se sent pas concerné parce qu'on n'est pas dans le camp des colonisés, il ne faut jamais perdre de vue que la partie de la société colonisatrice qui va être celle qui va porter le choc en retour, elle ne va pas faire de détails et on en revient du coup au lien qu'il y a. Ce qui est reproché aux nazis, c'est pas spécialement d'avoir exterminé plein de gens, puisqu'on a très vite oublié qu'il l'avait fait avec des communistes, avec des homosexuels, avec toute la communauté tzigane, etc., pour ne retenir que le fait qu'ils avaient fait un sacrilège en s'attaquant à des blancs. Et donc, que ce que ces gens-là ont fait, ont amené d'ailleurs à valider le fait qu'on puisse déshumaniser une terre, la Palestine, pour en faire le lieu de laver le péché originel occidental. Et donc oui, à un moment donné, la boucle est bouclée. Il faut que les Occidentaux se rendent compte qu'il faut qu'ils arrêtent un petit peu le massacre. Et c'était bien sûr une petite boutade sur les citations. Elles sont importantes quand même. Et par rapport à ce que tu dis qui est très vrai, je trouve qu'on peut faire
un parallèle dans le contexte qu'on a connu ces dernières années en France avec les manifestations, où pendant des décennies, les manifestations et la répression et les violences policières étaient destinées aux populations de quartiers populaires, de banlieue et notamment issues de l'immigration et surtout issues de l'immigration. Et avec le mouvement des Gilets jaunes et avant ça un peu la loi travail, bah, finalement, il y a une partie de la population blanche qui s'est rendue compte qu'elle pouvait aussi être, victime de ça, qu'elle pouvait être éborgnée et cetera et que ça a même été reproché parfois en disant que, bah, ça fait nous 30 ans qu'on vit ça dans les quartiers, mais que vous ne l'avez jamais, vous vous en êtes jamais soucié et que, bah, maintenant, il y a même eu des ponts qui ont été faits entre les 2 justement, après ces actes-là et pour finir sur la solidarité, internationale, ça peut aussi, porter ses fruits, en tout cas, il y a un début de réaction, de plusieurs étapes. Ce que j'ai vu aujourd'hui passer, que l'Irlande, Malte, et la Slovénie avaient trouvé un accord avec l'Espagne pour se diriger vers la reconnaissance d'un État palestinien, donc à plusieurs États, européens. Donc ça reste évidemment, très minime, mais c'est quelles conditions, quel État et quel mais on voit que la population, enfin la détermination et les manifestations massives des populations civiles peuvent aussi aboutir à ce genre de décision, institutionnelle. Il y aurait beaucoup encore à dire et on pourrait rester ici à parler pendant des heures, mais il faut passer à l'action, puisque les discussions stériles peuvent être effectivement l'apanage de la bourgeoisie. Un mot pour clôturer. Après les brigades internationales pour l'Espagne, la solidarité avec l'Algérie, puis le Vietnam et enfin l'Afrique du Sud, une nouvelle génération, une nouvelle jeunesse internationaliste prend le flambeau pour la Palestine, le Kurdistan, le Congo, Haïti, et bien d'autres contrées qui combattent le fascisme, l'impérialisme et le colonialisme. On essaiera d'en parler dans les prochains épisodes sur ces différents sujets, sur ces différentes thématiques avec d'autres invités. Mais avant ça, je voulais remercier les frérots qui sont venus aujourd'hui, analyser la chose de façon assez intelligente, assez pertinente, assez perspicace. Merci beaucoup les gars. Et voilà, Tahia Philistine. Tahia Philistine. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Saïna. Non, non, comme à ton habitude, ta conclusion est légendaire, du coup, j'ai rien à dire, hein. Merci, merci à tout le monde, à tous les invités, et peut-être à la prochaine pour d'autres épisodes.